Bonjour à tous, la période des fêtes est propice aux rétrospectives. L'année dernière, Just Focus était tout petit et je ne l'avais pas fait. Mais cette année, j'ai décidé de profiter de la période pour vous repartager quelques épisodes qui ont cartonné. Pour cette semaine, vous aurez donc le plaisir de redécouvrir notre top épisode 2023 avec Augustin Paluel-Marmont. Je l'ai réécouté pour l'occasion et je ne m'en lasse pas. J'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à l'entendre. C'est parti! On n'avait rien fait, mais on avait déjà mappé en fait un peu tous les chantiers, ce qu'on appelait la bananerie en chantier, tous les chantiers qui constituaient une entreprise, et on s'était un peu réparti les domaines réservés. C'est-à-dire qu'on avait le droit de tout dire et de donner toutes ces inputs, mais à la fin, c'est celui qui était en lead sur ce domaine-là qui avait le dernier mot. Mes premiers invests, ça a été des invests pendant 3-4 ans dans une quarantaine de boîtes, dans des niveaux assez variés, mais avant tout soit des secteurs, soit des femmes et des hommes que j'ai trouvés remarquables. En quoi tu as contribué à un monde meilleur à la hauteur de tes talents, et peut-être que c'est manquer beaucoup d'humilité, mais je pense que j'ai peut-être la chance d'avoir des talents qui font que je devrais plus faire une marque européenne ou autre chose plutôt que m'enfermer dans un refuge où je vais voir 10 randonneurs par jour. C'est curieux cette méfiance autour de l'investissement financier. Alors qu'investir est tout simplement incontournable pour construire le monde de demain, quelle que soit la manière dont on l'imagine. Et vous savez quoi ? Prendre conscience de cette réalité, c'est déjà apporter une première pierre à son édifice. Bonjour, je suis Aurore Perrin et mon objectif avec Just Focus, c'est de mettre en lumière le pont entre des investisseurs qui ont des idées, des projets, des convictions et leurs investissements qui sont un moyen de créer un futur qui leur ressemble. En proposant un nouveau rapport à l'argent, aussi exigeant sur sa performance que sur son sens, Just Focus est une invitation à passer à l'action. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Augustin Paluel-Marmont. Augustin, vous le connaissez sûrement par son prénom, parce qu'il a cofondé la marque Michel et Augustin, une aventure entrepreneuriale qui a duré une 15aine d'années. On reviendra bien entendu sur cette épopée, sur ton parcours, mais j'aimerais aussi qu'on s'intéresse à ta vie d'après, ce qui a changé pour toi depuis la session de l'entreprise il y a plus de 4 ans. À quoi ressemble ton quotidien maintenant et comment est-ce que tu te présentes aujourd'hui ? Salut Aurore, écoute, je me présente en tant qu'entrepreneur et médiateur. Okay, je crois que c'est ce qui a marqué sur mon profil LinkedIn. D'accord, et alors comment est-ce que tu es passé d'entrepreneur à médiateur ? J'ai ajouté cette brique, mais on y reviendra peut-être, c'est que dans la période après Michel Augustin que j'ai conceptualisé en termes de jachère, j'ai voulu une jachère qui était active, riche. Et donc, je suis retourné sur les bancs de l'école, à la fac, à la Cato, et j'ai passé un diplôme d'état de médiateur familial. Donc, ça m'a pris 2 ans. Ça a été dur. Il me reste encore en plus un petit module à passer que j'ai pas eu le courage encore de passer pour être officiellement diplômé, mais je crois que j'ai 14 modules sur 15. J'ai fait plus d'1 an de stage chez Blanche de Noyelles en médiation. Et là, j'ai fait des vraies médiations. J'ai fait une 15aine de séparations, de la succession aussi. Un peu de conflit dans les fratries. Donc c'est comme ça que je suis devenu médiateur. J'aime bien additionner dans ces périodes de respiration, de jachère, des cordes un peu nouvelles à mon arc. Il se trouve que j'avais fait un peu la même chose après une première entreprise que j'avais montée dans les années 2000. Ça avait été très dur, très violent comme expérience. Et j'avais eu besoin de me ressourcer, d'apprendre un vrai métier après cette première aventure entrepreneuriale. Et j'avais passé un peu par hasard un CAP boulanger, donc j'avais appris un métier de mes 2 mains, un métier gestuel de mes 10 doigts. Donc voilà, je ne suis pas boulanger aujourd'hui, mais je pense que ce CAP boulanger a nourri en tout cas l'aventure Michel et Augustin. Alors pour revenir sur la genèse, et justement ça fait lien avec ton engagement en tant que médiateur aujourd'hui, tu as cofondé Michel Augustin avec Michel de Rovira en 2004. Si je m'abuse. Et je me posais la question, justement, quand on choisit de s'associer, et notamment quand on s'associe en donnant ses 2 prénoms à une marque, il faut quand même être vraiment sûr que ça va tenir dans la durée. Comment est-ce que vous avez réussi justement à faire en sorte que cette association, elle dure ? Et est-ce qu'aussi aujourd'hui, avec ton regard de médiateur, tu remarques des choses dans la manière dont vous avez réussi à vous parler, vous avez réussi à travailler ensemble ? Est-ce que tu aurais des choses aussi que tu aurais pu faire différemment ?
Oui, alors non, mais c'est une très bonne question. Le point de départ, alors moi ça me paraît déjà une histoire très très vieille, parce qu'on revient dessus, mais moi ça fait quand même très longtemps, c'était un peu un autre monde. Et le choix que moi j'ai fait au départ, c'était vraiment de m'associer, dans le sens où je ne voulais pas partager une aventure que j'imaginais déjà qui allait être très très intense, très très dure, très joyeuse. Entre guillemets, d'être seul dans la vie. Moi, j'ai choisi de partager mes vies privées et je voulais aussi partager. Donc, tu as quand même l'histoire du partage qui était au cœur de cette aventure entrepreneuriale et de la partager aussi à quelqu'un que je connaissais, avec qui j'avais une très grande admiration, beaucoup de respect, une très grande complémentarité. Donc, c'était un vieux copain. On s'était rencontrés sur les bancs de l'école en 4e, je crois, à Franklin. Et donc, on avait traversé plein de choses ensemble. On avait fait plein de voyages humanitaires. On avait fait des défis sportifs ensemble. Donc, on avait écrit en plus ensemble un guide sur les boulangeries de Paris. On avait passé un an à enquêter auprès des 1263 boulangeries de Paris. Donc on se connaissait très bien. Et donc ça a été un choix. On te dit souvent, surtout t'associes pas avec un copain. Et puis moi je ne voyais pas en fait l'inverse. C'est-à-dire que je voulais m'associer à quelqu'un que je connaissais. Et on s'est très vite entendu avec Michel. Et donc c'est cette base de valeurs communes, d'histoires communes, d'épreuves entre guillemets communes, de vécu commun qui a fait qu'on savait qu'on avait le bon dialogue, la bonne conversation pour être capable de vivre quelque chose ensemble, tout en ayant chacun sa part de liberté. Nous, on a été très très clair. Un des documents qui était un peu un des documents bible de Michel Augustin et même que j'utilise encore aujourd'hui, c'est que je me souviens très très bien, on était nulle part dans ma petite cuisine de mon appart, on n'avait rien fait, mais on avait déjà mappé en fait un peu tous les chantiers, ce qu'on appelait la bananerie en chantier, tous les chantiers qui constituaient une entreprise, et on s'était un peu réparti les domaines réservés. C'est-à-dire qu'on avait le droit de tout dire et de donner toutes ces inputs, mais à la fin, c'est celui qui était en lead sur ce domaine-là qui avait le dernier mot. Donc c'est comme ça qu'en fait, on a travaillé, j'irais peut-être plus travaillé à côté qu'ensemble, mais on s'est nourri l'un et l'autre, et moi, je me suis aussi beaucoup nourri de mon propre écosystème, avec tout un écosystème de copains, de conseils, parce que moi, je travaille à cerveau ouvert, donc dans un jeu de ping-pong permanent, d'une émulation constante, comme ça que je me nourris, parce que moi, je ne sais pas faire grand-chose à part provoquer des échanges, absorber ce que je comprends du monde et de ce qu'on me dit autour de moi, pour essayer après de m'en faire une conviction et après une décision. Donc pour revenir sur Michel, moi je pense qu'on a eu beaucoup de chance, ça a très bien fonctionné. Il y a eu évidemment des périodes avec quelques tensions, mais qu'on a toujours surmonté, parce qu'on savait que le socle de valeur au fond c'était un roc, donc on savait qu'on s'engueulerait jamais de manière forte et que notre relation primerait toujours sur les enjeux. On n'est pas complètement mégalos, on n'est pas obsédé par le pognon, donc on savait que les valeurs humaines qui nous liaient étaient au-dessus de tout. Après, dans la rétrospective, moi je me dis toujours, est-ce que 1 plus 1 a fait combien ? Bon, on a fait plus que 2. Est-ce qu'on a fait 3 ? Est-ce qu'on a fait 4 ? Est-ce qu'on a fait 10 ? Est-ce qu'on a été assez bon pour aller chercher le meilleur et challenger en permanence ? Est-ce que de temps en temps, à 2, on s'auto-neutralise un peu sur des sujets ? Voilà, donc moi, s'il y avait un regret à trouver, peut-être que je me dis qu'on aurait pu être encore meilleur ou faire mieux. Nous, on avait le rêve de faire une marque mondiale, Michel Augustin, pour faire rayonner le savoir-faire français, pâtissier, entrepreneurial, l'état d'esprit français dans le monde entier. On n'a pas réussi. On a fait une belle aventure nationale. Donc c'est peut-être là, je me dis, on aurait été meilleur, on aurait fait une marque mondiale. Bon, c'est déjà quand même pas mal. Et pour revenir... Oui, mais c'était pas l'ambition de départ. Ouais. C'était pas l'ambition de départ. Vous avez été aux États-Unis un petit peu quand même. Oui, les US, c'est très compliqué, c'est pas perdu. On a fait un peu de Belgique, de Suisse, on a tenté plein de trucs dans d'autres pays. En Asie, moi je suis parti aux US 2 ans, mais j'ai pas réussi à craquer le marché pour plein de raisons. Donc voilà, je vais pas, mais on voulait, je pense qu'il y a encore aujourd'hui la place pour une marque qui incarne le savoir-faire pâtissier français en PGC, en produits grande conso, et diffusé au niveau mondial. Et ça, je pense qu'il y a encore une place à prendre. Et tu penses qu'une marque comme Michel Augustin pourrait... J'espère qu'ils vont réussir aux US aujourd'hui. Après, ce que je trouve très compliqué dans toutes ces aventures entrepreneuriales, c'est qu'on le voit tous les jours dans les médias, c'est réussir sur 5, 10, 15 ans... c'est très dur, mais c'est possible. Là, moi, j'ai encore plus d'admiration. C'est pour les gens qui arrivent à créer des sagas qui durent des décennies et des décennies. C'est-à-dire que c'est la pérennité des business, la puissance des modèles qui ont été mis en place. Michel Augustin, nous, quand on est parti, on était arrivé un peu à l'apogée de ce qu'on savait faire et du modèle qu'on avait construit. Parce que le modèle qu'on a construit, moi, j'ai un regard à la fois
moi, je suis très critique, donc j'ai tendance à être très critique, entre guillemets, sur ce qu'on a fait. Après, je vois aussi les trucs canons qui ont été faits et que j'ai tendance à oublier aussi. L'autre jour, je préparais une conférence et je suis retombé sur un article 2018 qui disait, les médias titraient, BFM notamment, disait Michel Augustin a détrôné L'Oréal dans le cœur des cadres français. Donc, dans les fameux sondages, les boîtes préférées des cadres, on était arrivé numéro 3 en 2018, après de mémoire LVMH, Google, Michel Augustin, L'Oréal, je crois Air France, Picard, Decathlon. Donc on a fait des trucs qui sont hors normes, mais c'est pas que notre talent et notre énergie, c'est aussi des concours de circonstances et des alignements de planètes et du bol. Voilà, mais c'est sûr que le modèle qu'on a construit économique était un modèle qu'on a perçu fragile, après coup. On a compris qu'il y avait des limites, le pricing était il y a le premium, le super premium est très compliqué en termes de croissance, le multicatégorie aussi est très compliqué en termes de rentabilité économique. Donc aujourd'hui, ça serait à refaire. Je ferais évidemment plein de choses différemment et je dis d'autant plus que souvent ces fragilités, j'en étais à l'origine, notamment liées à une forme de créativité débordante qui faisait qu'on s'éparpillait beaucoup. Et en termes de développement à l'international, la difficulté, c'est plutôt d'aller trouver des clients, d'aller trouver des distributeurs C'est de trouver des consommateurs finaux. C'est-à-dire que moi, à New York, quand on y est allé avec Antoine et toute la clique, là, on s'est vraiment... ça a été canon. Moi, j'ai fait une erreur, c'est de tout de suite se mettre une pression sur les chiffres. Donc, au lieu de se poser, d'essayer de bien décrypter le marché, de se laisser le temps de comprendre, de faire plein de micro-tests et après de lancer vraiment, on a tout de suite lancé à notre niveau. C'était pas, mais c'était à notre niveau, avec nos moyens. Et je me souviens très très bien, on avait fait un travail impressionnant de maillage. On était dans le Grand New York, on était dans tous les délis, tous les supermarchés, toutes les cafétérias, on était partout, mais on ne vendait rien. Et ça, j'ai jamais vraiment compris pourquoi, parce que je suis pas américain, que j'arrivais pas bien à percevoir. Est-ce que c'est le prix, est-ce que c'était la qualité des produits, est-ce que c'était la marque, est-ce que c'est le paquet, j'ai pas bien compris. Et force est de constater qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, en voyant les choses de loin, qu'il y a un début de frémissement. Mais tu vois, on est en 2023, bientôt 2024, et ça fait quasiment près de 10 ans qu'on est aux US. 10 ans de très gros investissements, et ça, il n'y a que des géants qui peuvent le faire, parce que vu d'une petite PME française, le montant d'investissement et le temps surtout qu'il faut se laisser pour réussir, c'est absolument faramineux. Donc voilà, on n'a pas encore réussi. Moi je dis que c'est plus mais Michel Augustin n'a pas démontré encore, même s'il y a un frémissement aux US aujourd'hui, sa capacité à aller vendre cette aventure à l'étranger. Et un autre point que tu relevais tout à l'heure, tu évoquais cet article 2018 avec la marque préférée dans le cœur des cadres français. Ça me fait penser justement à tout le travail de marque employeur que Michel Augustin avait réalisé effectivement à l'époque, et je pense qu'il n'était pas neutre dans ce classement à l'époque, et que je trouve intéressant à mettre en parallèle avec les enjeux qu'on a aujourd'hui en termes de recrutement, et notamment parce qu'on sait aussi que c'est parfois difficile en ce moment de recruter des jeunes. Est-ce que déjà, je ne sais pas si tu es suffisamment encore impliqué dans l'opérationnel de Michel Augustin pour savoir s'ils arrivent toujours aussi bien à recruter, s'il y a les méthodes ont changé, si tu penses que les méthodes de Michel Augustin d'il y a 10 ans marcheraient dans d'autres entreprises aujourd'hui. Est-ce que tu as un regard par rapport à ça? Alors moi, on a tout arrêté en 2020, donc moi je ne peux commenter que ce qui était avant 2020, donc je ne sais pas du tout, quoi. Je sais un tout petit peu, mais vraiment de très très loin. Moi, j'ai ce chiffre qui était un truc de ouf fou. On avait à l'époque, quand j'y étais, ça nous arrivait d'avoir 7000 candidatures par an. Et avec un choix très fort de notre part dès le départ, c'était que chaque candidature recevait, et je le demande encore, je dis, mais tu sais, j'avais candidaté, je me souviens du gars d'Agricool, à Guillaume, qui, quand j'avais regardé le dossier pour investir chez Agricool, m'avait dit, mais tu sais, j'étais venu passer un stage pour être chef de secteur. Je dis, honnêtement, je m'en souviens plus. Je dis, mais est-ce qu'on t'avait après envoyé une petite lettre, et il m'avait dit oui. C'est-à-dire que tous les candidats recevaient une réponse manuscrite avec un bon d'achat de 5 € et pas 30 centimes,
parce que la chance qu'on avait dans une aventure B2C, marque grande conso, c'est qu'en fait, ton candidat est ton consommateur. C'est-à-dire que presque tout le monde pouvait consommer. Donc moi, quand je faisais des confs dans des amphis, qu'on recevait des journalistes, qu'il y avait des candidats, que le livreur passait déposer un pli, il repartait toujours avec un petit quelque chose, parce que c'était un, sympa, et deux, ça lui faisait découvrir l'aventure, ça lui donnait, il trouvait ça peut-être bon, j'espère, et que donc dans ce cas-là, il allait être un peu acquis, avec un peu de chance, il allait acheter. Donc cette marque employeur, nous on l'a construit. Nous il y a beaucoup de choses qui se sont faites de manière intuitive. On s'est jamais assis à un moment en disant tiens on va monter une marque employeur, parce qu'en fait l'originalité de départ de cette aventure, qui était une vraie originalité en 2003-2004, c'était de dire on va pas écrire une marque qui est une marque un peu institutionnelle, un peu froide, un peu en position haute. On va simplement narrer une aventure entrepreneuriale en temps réel, et on va la narrer avec les trucs cool et les trucs moins cool, avec les péripéties, mais comme si on parlait à des gens normalement, comme si on parlait à des copains. Donc c'est l'originalité ou la grosse innovation entre guillemets marketing, au-delà des produits, c'est d'avoir dit on ne crée pas une marque, on va raconter une histoire. Une histoire vraie qui se déroule tous les jours, qui est une histoire accessible, compréhensible par tout le monde, qui est l'histoire d'entrepreneurs et d'une tribu. Alors évidemment, on a eu un univers créatif pour, entre guillemets, un peu enchanter la réalité, mais qui était la bananeraie, qui était la tribu. On ne parlait pas d'entreprise mais d'aventure, pas de produits mais de recettes. Et toute cette créativité, mais collée à une histoire réelle. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, en 2023-24, en termes d'innovation, ce que j'appelais autour des marques, en termes d'éditorial, je ne parle même pas sur le fond, les valeurs, mais sur la façon de raconter quelque chose. Moi, depuis 2004-2005, honnêtement, je n'ai pas vu de truc très nouveau. Alors, il y a des phénomènes. Il y a un phénomène, par exemple, c'est qui le patron, qui sont des phénomènes que j'ai pas bien compris, qui sont un immense succès, que j'ai à peu près compris, mais qui j'ai pas tout compris non plus, mais qui sont des immenses succès, mais qui sont pour moi des cas extrêmement particuliers. Mais sur le fond, moi, quand je vois le style français Respire, qui le font brillamment avec les codes d'aujourd'hui, ce n'est que cette innovation de dire on va raconter ce qui se passe chez nous, avec une incarnation des aventures, souvent par les fondateurs, très forte. Moi, je trouve trop forte aujourd'hui. Nous, on a fait très attention chez Michel Augustin, que tu parlais tout à l'heure de deux prénoms. Donc déjà, ces deux prénoms, c'est pas deux noms, c'est deux prénoms. Et que tu regarderas, parce que les gens font... c'est une finesse qui est pas forcément... qui est ressentie, mais pas forcément intellectualisée. C'est que nous, on a fait très attention. Les médias, quand ils nous demandaient, évidemment, ils demandaient les fondateurs. Donc nous, oui, on a fait pendant 10 ans la une de tous les magazines. On était toute la journée sur BFM et dans les journées de JT et sur Capital. Oui, mais quand nous, on prenait la parole, pour nos flux Facebook, Instagram, nos packaging, nos campagnes de pub dans le métro, à la télé, au ciné, Michel et moi, on n'apparaissait pas plus que n'importe quel autre trublion, et que le collectif, la tribu, c'était ça l'asset de l'aventure Michel Augustin, c'était la tribu sur tous nos packaging. Il n'y avait pas nos photos, Michel et moi en grand, on était fondés dans la tribu, et la star de l'aventure, c'était la tribu. Voilà. Donc tout ça, sur la marque employeur, ça s'est fait naturellement. Et c'est vrai que très vite, nous aussi, on avait ce qu'on appelle la boulangère de quartier ou le boulanger de quartier à la bananeraie, mais ça, c'est des choix d'investissement tout de suite, de people. On avait quelqu'un qui répondait spécialement à toutes les demandes étudiants qu'on avait pour des stages, mais aussi surtout pour les cas dans les écoles. Alors, je pense qu'on a été la marque ou l'entreprise la plus étudiée dans les écoles de commerce en France. Et moi, je me souviens de profs qui disaient on n'en peut plus de Michel Augustin, tellement on nous bassine, tout le monde veut faire le cas de Michel Augustin. Mais nous, quand un étudiant nous appelait pour dire est-ce que je peux avoir une information, plutôt que l'envoyer sur un PDF merdique, on avait bien sûr, entre soi, on avait des conférences call le mercredi à 18h où tous les étudiants, à la fin, parce qu'on n'arrivait plus à les traiter tous, posaient des questions, comme une petite un interview collectif pour donner des infos. On envoyer des colis, des tabliers, des flyers pour que ça soit leur moment et qu'ils puissent faire le show entre guillemets égayé devant leurs petits confrères. Donc c'est ça qui a construit. On a été sujet national d'examen aussi sur des BTS, service client, je crois des BTS sujet national d'examen avec le cas Michel Augustin. Donc toute cette population étudiante, pour nous, ça a été un vrai plaisir de partager cette aventure, et surtout moi
ce que je retiens, parce que toujours pareil, c'est tout ça pourquoi, Michel Augustin, 15 ans d'une vie. Moi, mon vrai accomplissement, c'est d'avoir, avec d'autres, on a été l'une des briques importantes dans ces années-là, qui a donné envie à une génération d'étudiants français de tenter l'aventure entrepreneuriale. Toi, je croisais le jour les deux brillants de Big Mama, là, Tigrane et Victor, quand on a fait connaissance il y a quelques années. Les gars, ils sont beaucoup plus brillants que moi. Mais sans vous, on n'aurait peut-être pas eu envie de se lancer. Parce qu'en fait, d'une certaine manière, on a démocratisé, on a donné envie d'entreprendre à une génération d'étudiants français à cette époque-là, dans les années 2005-2015. Et c'est peut-être ça, pour moi, en fait, l'accomplissement le plus important de cette aventure des 15 ans que j'y ai consacré. Et à contrario, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, justement, dans le discours des jeunes, de vouloir lancer leur boîte à tout prix. Tu penses que c'est cette tendance-là, elle a une forme de limite aussi, parfois qui est-ce qui peut entreprendre? Parce que tout le monde ne peut pas entreprendre. Moi, j'avais écrit une préface, je crois, c'est dans le... Je ne sais plus dans quel bouquin, peut-être dans le bouquin de Tony Chier, là, le gars de Zappos, qui s'appelait... j'ai écrit une préface exactement là-dessus, sur la thématique de... en fait, tout le monde n'est pas entrepreneur. On est tous entrepreneurs de sa vie. Donc c'est là, on a tous des talents. Faut-il encore être capable ou avoir envie de les identifier, puis après trouver le bon terreau pour les exprimer. Mais on n'est pas tous entreprendre au sens, et heureusement, parce que sinon ce serait un peu emmerdant, au sens économique, en sachant que l'entrepreneuriat au sens économique, ça va avec beaucoup d'admiration du restaurateur ou du fleuriste de quartier à Bezos. Hein. Donc la palette d'entrepreneuriat au sens économique, elle est extrêmement large. Mais c'est sûr que d'avoir fait rêver d'entrepreneuriat, pas que nous, hein, mais on le voit maintenant, on le voit sur M6, toutes ces émissions, ce sont l'étage d'après de la fusée, ils le font encore avec beaucoup plus d'impact parce que c'est la télé, mais de faire rêver des gens d'entrepreneuriat, il y a plein de gens qui ont tenté et qui s'aperçoivent en fait que c'est pas du tout leur truc. Et moi, là, en ce moment, je discute avec un copain et deux entrepreneurs qui ont eu une intuition et qui ont commencé une entreprise, mais je pense que l'intuition est très bonne qu'ils ont eue. Mais ils s'aperçoivent, en fait, moi je pense qu'au fond de moi, ils ont été entrepreneurs parce qu'ils ont fait ce petit truc, mais qu'en fait, ils n'y arrivent pas. En fait, je pense qu'ils avaient envie d'entreprendre, ils ont essayé, ils l'ont été d'une certaine manière, mais en fait, ils vont arrêter parce qu'ils s'aperçoivent que ce n'est pas leur truc et qu'ils n'y arrivent pas. Donc, je trouve ça très intéressant et heureusement qu'ils ont essayé, parce que c'est en essayant et en n'y arrivant pas qu'on arrive à comprendre qui on est. Mais je pense qu'effectivement, tu as plein de gens qui ont rêvé d'être entrepreneurs, qui ont essayé, qui n'ont pas réussi, et c'est pas grave, parce que je dis toujours, c'est en multipliant les échecs qu'on arrive à savoir là où on est bon. Moi, j'ai beaucoup échoué, beaucoup échoué, et avant d'arriver à trouver ma voie. Et à quel moment est-ce qu'on se dit justement qu'on y est arrivé ? Jamais, on n'y est jamais arrivé, mais un des vrais sujets aussi, c'est entre savoir persévérer et savoir modifier ou savoir abandonner. Moi, je suis une boîte dans laquelle on avait investi avec Michel d'un copain. Au bout de 2-3 ans, on a vu que le mec n'y arriverait pas. On lui a dit, écoute Gérard, on t'a vu pendant 2-3 ans, je pense que ça ne va pas le faire. Évidemment, on aurait pu se tromper. Et ce qui est dingue, c'est que t'es à la mine, t'es dans un mauvais boyau, tu ne trouves pas ton petit filon d'or. Honnêtement, tu as tout fait pour y arriver, tu n'y arrives pas, sors de la mine, respire et va faire autre chose. Ou va creuser carrément ailleurs. Et pendant 3 ans supplémentaires, le mec a continué à creuser là où il était déjà. C'est-à-dire que là où, pour moi, il n'avait aucune chance. Mais voilà, t'as ça et t'as de l'autre côté Fred Mazzella qui dans sa cave pendant 5 ans fait ses trucs et personne ne comprend, puis tout d'un coup il y a une grève je sais pas quoi, puis Blablacar devient la star que c'est aujourd'hui. Donc c'est toujours cette appréhension là, c'est compliqué. Moi là où on a vu avec Michel que ça a été très difficile, ça a été très laborieux, ça a été très long, même si on s'est régalé, on avait toujours moi, c'est un tableau de bord de voiture, une entreprise, hein, donc tu as plein d'indicateurs sur ton tableau de bord. Tu vois ceux qui sont au rouge, soit ceux qui sont orange, puis il faut quand même en avoir quelques-uns qui sont au vert, hein, parce que sinon c'est un peu emmerdant. Donc nous, on avait plein de trucs qui étaient en rouge, plein de trucs qui étaient en orange, plein de trucs qui changeaient de couleur, mais on en avait qui étaient toujours au vert. Globalement, on vendait toujours plus de vaches à boire à la vanille le jour que la veille.
Voilà, on avait toujours plus de magasins, on avait toujours plus de gens qui nous suivaient, on avait toujours plus de candidats, on avait toujours plus d'interviews à la télé, on avait toujours plus de... Voilà, donc à un moment, tu as des trucs qui vont pas, mais tu as quand même des trucs qui vont bien et de manière, continue. Donc c'est pour ça que même si c'était très compliqué, moi j'ai toujours su dès le départ que ça avait du sens, parce qu'il y avait des indicateurs qui montraient qu'il y avait une forme d'enthousiasme et que ça plaisait à certains. Ok, et dans ce contexte du coup, plutôt de succès, de croissance, comment est-ce que tu as pu identifier que c'était le bon moment pour partir ? Comment est-ce que tu as pris cette décision ? Est-ce que tu crois par exemple qu'il faut avoir un projet après pour pouvoir partir ? Là on passe sur 15 ans très vite, mais en fait, moi je me souviens, alors je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais c'est la façon dont je me le raconte maintenant, c'est que moi je me souviens d'être arrivé aux US à l'été, donc août 2015. On avait vécu 15 ans quand même d'une croissance ininterrompue, on a un emballement un peu, voilà, c'était vraiment la love bread, cool, le cas d'école partout. Et 2015, on a eu un truc qui était quand même dingue, c'est le truc le plus dingue qu'on ait vécu, en tout cas que moi j'ai vécu, c'était l'emballement Starbucks. C'est quand on a signé Starbucks aux US en 48 heures sur une espèce de saga improvisée, réelle, incroyable, quand on a rencontré Howard Schultz à Seattle et qui nous a reçu, nous a dit les gars, dans 48 heures vous êtes partout aux US. Ça a fait la une de tous les journaux français, Michel Augustin signe Starbucks en 48 heures. Donc on avait vraiment vécu, donc c'était une forme d'apothéose du truc. Et moi, en arrivant aux US, j'ai compris après coup que les US étaient aussi une forme, je ne vais pas dire un peu de fuite en avant, mais un besoin de respirer, de vivre autre chose, aussi d'oxygéner le duo avec Michel. Et en arrivant, après c'est un peu perso, mais moi il se trouve que pendant l'aventure de Michel Augustin, j'ai eu 2 trucs importants en parallèle qui m'ont pris aussi beaucoup de temps en bande passante. J'ai eu 5 enfants et j'avais une boîte de famille qui était cotée à Paris, dans lequel j'étais assez impliqué dans la gouvernance et ça s'est assez mal passé en termes dans la famille. Et donc ça a été quand même un peu un truc très très prise de tête. Et donc moi je suis arrivé aux US en fait en étant un peu cramé, en me disant en fait je suis cramé, je sais que j'arrive plus à donner ce que je veux pour Michel Augustin en termes de créativité, renouvellement, de curiosité, d'entraînement des équipes. Et un peu de manière intuitive, ça je le rationalise post, hein, mais en fait j'ai dit à Michel, je me souviens très bien, j'étais sur mon deck dans ma petite baraque à Brooklyn, là à Carroll Street, j'ai appelé Michel, je venais d'arriver en disant je pense qu'il faut qu'on vende. Ou qu'on vende, c'est pas exactement ça. Il faut qu'on passe la main. On avait eu la chance d'avoir été accompagné par Artemis, Pinault et Barbizet pendant 10 ans. Et là, je dis, il faut qu'on passe la main parce que nous, moi, je suis au bout de ce que je sais faire. Et donc, on a décidé été 2015 et le temps de mettre en place le process et tout. Donc, moi, si pour répondre, nous, on a vendu quoi. Moi, j'ai vendu, je sais pas ce que dirait Michel, mais parce que j'étais arrivé au bout de l'histoire et que j'étais plus la bonne personne pour faire la suite. Après, rétrospectivement, on m'aurait dit écoute, Augustin, t'es cramé, va te reposer 2 ans, va faire 2 ans, faire ce que tu veux, et reviens dans 2 ans, et on voit ce qu'on fait ensemble. Mes actionnaires m'auraient dit ça. Peut-être que j'aurais pu, ça aurait pu être une autre option. En me disant, mais ça n'existe pas des actionnaires qui disent par 2 ans, va te reposer. Et pourtant, ça devrait exister. Moi, qui suis actionnaire aujourd'hui d'une 30aine de boîtes, moi, je dis toujours, l'asset le plus important, c'est souvent les fondateurs dirigeants et d'être certain que les choix qu'ils fassent, moi, c'est toujours, entre guillemets, la santé mentale, en disant, mais s'il est super bon, mais qu'il est juste fatigué, pourquoi vendre si je lui dis, par 2 ans te reposer, puis reviens. Peut-être qu'à la fin, on passe quand même la main. Mais je trouve que ça aurait pu être une autre voie, mais qui est une voie théorique, ça n'existe pas à l'actionnaire. Même d'un point de vue de la valorisation de l'entreprise, j'imagine que c'est une prise de risque qui est plus importante. Je sais pas, mais toi, nous on a fait choix parce moi j'étais comme ça, et après on a eu beaucoup de chance. On a eu la chance de très bien s'entendre avec Danone sur l'envie de faire quelque chose ensemble. Mais ça aurait pu être une autre option, tu vois, parce qu'une fine, moi l'énergie aujourd'hui que je retrouve après cette période de jachère, cette envie d'entreprendre, en fait je vais la mettre ailleurs.
Alors que j'aurais pu la mettre chez Michel Augustin, mais voilà, mais j'ai aucun regret sur le fond, hein. J'ai aucun regret parce que je suis hyper content aussi de redécouvrir. C'est clair, la question c'est est-ce que j'avais un projet, la réponse est non. Je suis sorti grave, alors je vais pas me plaindre, hein, mais je suis sorti grave, mais très grave de ma zone de confort. Et moi, j'avais deux actifs qui étaient deux outils qui étaient Michel Augustin et cet écosystème de boîte familiale. Et je me suis dit, mais attends, c'est pas grave, tu vends les deux, puis tu vas repartir sur un truc. Et j'avais sous-estimé ou j'avais même pas imaginé, et je parle que pour moi, hein, parce que tu as plein de gens qui le vivent très différemment, à quel point pour moi, c'est dur de remonter quelque chose from scratch. Donc moi, si j'arrive à remonter un truc là, je suis en plein dedans. Je peux dire, je regarderai le rétroviseur en disant putain, ça a été très très compliqué quand même. Hein. Et tu parles un petit peu de ce que tu es en train de remonter ? Oui, là, non, mais j'ai plusieurs projets. J'ai plusieurs projets. J'ai un petit avec un ami, aussi entrepreneur, on a envie de remonter, mais de manière très artisanale, qu'on est en train de le faire, mais de manière très artisanale, mais très ambitieuse aussi, parce que les pépites qu'on a, c'est une espèce on va appeler un tout petit start-up studio, mais qui est basé sur nos 2 personnes. Là, on a une première histoire en cours et qui peut être qui est ce qu'on va appeler dans les ateliers partagés d'artisans, mais qui peut être un très très gros business. Donc voilà, là on est en train de l'idée, c'est d'arriver à disrupter des marchés, d'être associé avec quelqu'un qu'on met en selle et en scène et qui a envie d'être entrepreneur. Et surtout la mission de cette entreprise-là, si on y arrive, c'est vraiment de donner la clé de l'entrepreneuriat à des salariés. Donc ça c'est un projet, donc ça. Et puis moi j'ai un gros projet perso qui de nouveau est dans les PGC. Et là j'ai en train de finir d'écrire une nouvelle marque. Et ça peut être un projet très très ambitieux. C'est une marque qui dit quelque chose de radicalement nouveau sur le marché, parce qu'aujourd'hui, moi je dis qu'il y a une forme de très grande cacophonie qui est positive, mais globalement je dis que toutes les marques disent à peu près la même chose ou les mêmes choses, et toutes les disent en plus un peu de la même façon. Donc moi ça manque de nouveauté, d'aspérité, de singularité. Donc moi j'en ai trouvé une et qui correspond à une conviction profonde, donc que j'ai envie de porter très fort. Puis après j'ai trouvé des produits qui m'intéressent pour porter cette marque-là, donc de nouveau dans le food. Et c'est une marque qui dit un truc très bizarre, qui dit je crée la première marque européenne. C'est une marque qui incarne l'Europe, qui donne envie d'Europe, qui développe le sentiment d'appartenance à l'Europe, qui soit le symbole de l'Europe dans le monde entier, parce que je crois qu'on a très envie d'Europe, on a plus besoin que jamais d'Europe, mais qu'aujourd'hui, le drame, c'est que le récit technocratique de l'Union européenne a tué cette envie d'Europe. Et moi, je ne pars pas du tout là-dessus, je pars sur un récit géographique, de proximité des peuples. L'Europe, c'est un territoire exceptionnel en diversité, en richesse, de culture, de paysage, de tout ce que tu veux, de langue, de tout. Et voilà, moi, je veux créer une marque qui soit le symbole de l'Europe dans le monde entier, en miroir de l'impérialisme de la culture américaine. Voilà, donc moi, je porte cette vision d'une marque mass market là-dessus, avec des produits qui vont être la première catégorie, ça va être dans le food, mais avec des ambitions très très importantes. Voilà, je ne sais pas si je vais y arriver, mais ça m'anime, parce qu'une marque qui donne envie d'Europe, ça n'existe pas. J'imagine que la vente de l'entreprise, ça a été quand même quelque chose qui a beaucoup changé ton quotidien. Et pour en parler, on va accueillir un expert de Sapiens, Rémi Douchet, qui était justement à tes côtés à ce moment-là ou un peu plus tard, et qui va te poser des questions sur justement l'impact que ça a eu sur ton patrimoine personnel, comment est-ce que tu t'es organisé, les horaires que tu as pu commises. Bonjour Rémi. Salut Augustin, moi il y a une première question que je voudrais te poser, c'est que ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est que tu as grandi dans une famille où il y avait déjà une notion des sujets d'investissement, et je crois que d'ailleurs ton père qui est récemment parti, lui il a eu pendant pas mal d'années une responsabilité au sein de l'Association française des family office, et donc on parle souvent de choc patrimonial quand tu vends ton entreprise, parce que en gros il y a eu une vraie transformation liée à la cession et liée au cash out. Est-ce que le fait d'avoir déjà appréhendé ou pu discuter des sujets d'investissement en famille a changé quelque chose pour toi, ou est-ce que ça a été ce choc que beaucoup d'entrepreneurs vivent, et nous on le voit dans ceux qu'on a la chance de rencontrer? Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Voilà, oui, donc là c'est assez perso, mais
Alors, pour être très transparent, il n'y a pas eu de quoi. Il y a un choc symbolique, et ce qui est même un peu con, c'est que tu as une forme de reconnaissance par la cession d'une entreprise, que je trouve un peu, oui, parce que ça fait un peu la titre, parce que le mec, il a vendu à Danone, c'est un good achievement, mais j'irais plus dans la symbolique de la reconnaissance d'avoir été en mesure de créer de rien, parce que l'on est parti de rien, entre guillemets, d'une cuisine, à une jolie PME cédée à un très grand groupe. Donc, tu as une forme, je dirais, d'une forme de, je sais pas de choc, mais de reconnaissance, d'accomplissement. Mais je dirais pas un choc pour moi patrimonial, même si j'ai eu la chance de liquéfier, de rendre liquide mon patrimoine, parce que je sais que mon patrimoine c'était Michel Augustin. Je crois que ce que j'ai fait pour fêter cette vente, je suis allé m'acheter un VTT. Je crois que c'était un VTT à kilomètre zéro qui a dû coûter, 1500 ou 2000 euros. Et après, on a invité avec Victoire une soixantaine de copains célébrer la vie pendant 3 jours au Canada. Mais je dirais c'est les 2 folies que j'ai faites. Donc ça n'a pas du tout changé mon quotidien. Ça m'a donné une forme plus de liberté et une forme un peu plus de tranquillité. Mais c'est vrai que venant d'une famille que je qualifierais d'entrepreneuriale et qui avait un actif patrimonial qui était une entreprise cotée, qui avait une forme aussi de renommée, dans lequel j'ai toujours été j'ai jamais été opérationnel, j'ai jamais eu la charge de l'héritier au sens il faut que tu reprennes, mais j'étais impliqué dans la gouvernance. Je savais que dans ma famille, j'avais la chance de savoir qu'on avait un patrimoine. Et c'est une grande chance, parce que je pense qu'aussi, partir de zéro, quand tu sais que, a priori, jamais tu dormiras sous un pont, c'est aussi une forme de sécurité. Et je le reconnais, évidemment, et j'en suis même une forme de certaine... Oui, j'ai eu de la chance. Donc, moi, ces sujets de patrimoine, j'ai toujours su qu'on avait un certain patrimoine dans ma famille, qu'on avait un style de vie qui était sans doute décorrélé du patrimoine, mais que nous a toujours expliqué dans ma famille que l'entreprise, c'est un bien dont on hérite, mais qu'on doit surtout développer et transmettre à la génération d'après, et que c'est une entreprise au service aussi du bien commun, et que tu vis de ton travail et tu vis pas de ton capital, tu vois. Donc voilà, pour répondre, c'est peut-être un peu long, mais moi j'ai pas découvert des trucs de fou, et j'ai pas eu de choc, et j'ai pas changé de vie, et puis moi je crois beaucoup sur ces sujets-là, au rôle des entourages, tu vois, de toujours de te remettre à ta place, parce qu'on a tous un peu de temps en temps un ego qui peut prendre le pas sur nos personnalités. Et moi, c'était pas tant sur la notion de patrimoine, mais nous, quand on a été assez vite, je dirais très fortement médiatisé, tu peux être un peu grisé, commencer à te sentir un peu le roi du village. Et je peux dire que moi, on m'a vite fait comprendre chez moi que j'étais pas le roi du village, quoi. Donc moi, je crois beaucoup sur ces sujets-là, au rôle actif des entourages, de pas changer d'attitude, de dire les choses et de remettre toutes les personnes à leur juste place. Merci Augustin. Du coup, tu parlais de la notion de liberté suite à la cession de ta boîte, Michel et Augustin. Quels sont les premiers investissements, si tant est que tu n'en aies pas eu l'occasion d'en faire avant, mais quels sont les premières amours et les premiers investissements que tu as commencé à faire une fois que tu avais vendu la boîte ? Moi, comme c'est pas mon métier, je suis pas un homme entre guillemets d'argent, d'investissement. En fait, moi, je suis un homme d'entreprise et tout ça en fait m'intéresse pas trop. Et c'est même moi, j'ai un peu le syndrome. Comme le mec qui n'aimait pas l'administratif là, du gouvernement. La phobie administrative. Ouais, je sais pas. Donc moi, ce que j'ai fait là-dedans, c'est simple, c'est qu'il y a une partie de mon patrimoine que j'ai confié à des gens honnêtement qui s'appellent Rémi et Ivesta, et je pense que je suis le client sans doute qui leur demande le moins de bande passante, parce que moi je délègue et je fais responsable et je confie ce patrimoine-là à des gens qui en prennent soin et qui le font fructifier. Et après, je me suis gardé une poche pour moi, pour investir de manière un peu tout azimut en fonction des rencontres. Donc j'ai dû investir dans une trentaine de lignes, je pense, d'entreprises.
sans ligne directrice, et c'est plutôt les rencontres, soit sur des secteurs qui m'intéressent. Tu vois, là, je recevais hier le report d'une boîte dans la billetterie aérienne dans laquelle j'ai investi qui a l'air de cartonner. Toutes mes boîtes ne cartonnent pas. Quelqu'un m'a dit que sur cette poche-là, un ami quand même m'a toujours dit, les très bons business angels, ils finissent à 0. Voilà, donc moi, pour l'instant, je pense que je suis à moins de 0. Mais je pense que j'ai quelques petites pépites sympas. Donc tu vois, moi j'adore l'aérien parce que je bossais chez Air France et donc j'ai toujours j'adore les billets d'avion, trucs et tout. Donc j'ai investi dans 2-3 boîtes là-dedans, dans la tech. Mais après j'ai l'imagerie médicale aussi parce que le gars qui a monté ça, je le connaissais. C'est un mec que j'avais trouvé lumineux et brillantissime. J'ai réinvesti aussi pas mal dans des boîtes dans des deuxième histoire. Toi, Victor Hoguet, la Casa. Moi je suis un gros actionnaire de la Casa à la fois direct et via ma famille, parce que Victor est un mec hors norme, mais vraiment un mec très complet, très exigeant, super bon en exécution, très visionnaire aussi, c'est un mec remarquable. Donc voilà, je te dirais, mes premiers invests, ça a été des invests pendant 3-4 ans, dans une quarantaine de boîtes, dans des niveaux assez variés, mais avant tout, soit des secteurs, soit des femmes et des hommes que j'ai trouvés remarquables. Voilà, mais ça, c'est sur la partie avec laquelle, entre guillemets, que je peux tout perdre. On m'a toujours dit, moi, quand je mets, voilà, je serais quasiment prêt à tout perdre parce que j'ai une poche aussi sécurisée chez Ivesta. Et quand tu rencontres des entrepreneurs, j'imagine, puisque tu l'évoques depuis tout à l'heure, que c'est pas l'idée de faire x2, x3, x4 dans tes investissements qui te motive. Quels sont tes critères de sélection pour ces boîtes en direct? Alors, t'en as un peu parlé. Mais ça nous intéresse. Enfin, moi, ça m'intéresserait de mieux comprendre. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que sur ces trucs-là, moi, j'aimerais quand même. Tu vois, moi, alors j'ai fait aussi de boîtes à impact et compagnie, mais c'est plus, moi, un peu quasiment le jeu du loto, quoi, ou du casino. C'est que moi, ces boîtes-là, je serais quand même content, quoi. Ma reconnaissance, ce serait aussi que ça marche financièrement. Moi, c'est plus dans mes projets perso où j'ai besoin. Moi, comme le monde de la finance, c'est un monde pour moi un peu mystérieux. J'ai pas forcément choisi des boîtes dans lesquelles je suis en accord parfait. Moi, je suis en quête de sens personnel très forte. Et donc, dans les aventures dans lesquelles je me consacre en temps, j'ai besoin de cette quête de sens et du sens que je donne à mon temps. Mais dans mes invests, je vais dire en fait un peu moins. Parce que c'est plus un truc, pour moi, c'est un peu le casino. C'est un côté assez ludique, en fait. Donc pour répondre à ta question, à part des rencontres, des gens que je trouve lumineux, j'aime bien les côtés aussi disruptifs, j'aime bien aussi les track records, de bien regarder les track records, mais honnêtement, moi, ça m'est arrivé d'investir en passant 10 minutes de téléphone, aussi un peu, je veux dire, effet mouton, parce que tu as 3 copains qui y vont, donc tu y vas. Moi, je suis pas du tout le mec brillant ou quoi. Je recommanderais à personne de suivre ma stratégie d'investissement personnel. Voilà. Sur d'autres sujets, je pense que je peux donner envie à d'autres où je peux inspirer peut-être d'autres personnes, mais sur la partie investissement personnel, je pense pas. En tout cas, je le recommande pas. Et si tu devais dire quel investissement fait ta plus grande fierté, peut-être en dehors de l'investissement que tu as fait dans Michel Augustin en y passant 15 ans, mais notamment dans ces 30 projets que tu accompagnes, est-ce qu'il y en a un qui te revient Est-ce qu'il y en a un qui me revient Laisse-moi regarder ce que j'ai. Non, est-ce que j'en ai un? Si, toi, j'en ai un, j'aime beaucoup dans l'imagerie médicale, la Incepto médicale. Je trouve que c'est vraiment, c'est toute l'IA sur la radiologie. Je trouve que c'est quand même incroyable en termes de bénéfices pour la santé de beaucoup mieux diagnostiquer tous ces sujets radiologiques. Ça, qu'est-ce que j'aime beaucoup? J'aime beaucoup la Casa, ça c'est clair. Parce que c'est quand même créer du lien social très fort, c'est créer des communautés très fortes et c'est quand même permettre à des jeunes souvent qui démarrent dans la vie, qui sont souvent seuls, de vivre en communauté, donc de pas être seul et d'être dans un lien social très fort. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Live Mentor, c'est bien, toi, c'est tous les sujets un peu développement personnel, développement entrepreneurial. Voilà, après j'en ai fait, j'aime beaucoup le groupe de presse Unique Héritage Média dans lequel je suis, Quelle Histoire et compagnie. Moi, voilà, c'est souvent des trucs un peu coup de cœur, mais je me suis pas réalisé en tant qu'investisseur. C'est pas mon kiff, quoi.
Et c'est pour ça que, en fait, plein de gens disent pourquoi tu montes pas un fonds. En fait, moi, j'aime pas être investisseur, donc je laisse faire aux gens qui aiment et qui sont bons. Et moi, j'aime entreprendre, partir de rien, retrouver cette sensation d'être la main dans la glaise pour refaire quelque chose. Voilà. Moi, je voudrais revenir sur, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, sur le process où tu te dis, je suis à New York, je pense que je suis plus la bonne personne à la tête de l'entreprise, et c'est peut-être le déclenchement de la cession de Michel et Augustin à Danone. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu les conseils que tu aurais pour des entrepreneurs sur les options qui s'ouvrent à vous, alors que vous êtes probablement posé au moment où vous avez fait? Est-ce que vous avez fait un dual track? Est-ce que vous vous êtes dit c'est absolument un rapprochement industriel? Est-ce que c'est une cession à un fonds? Est-ce qu'il y a des éléments que tu conseillerais à des entrepreneurs en disant il y a des trucs qu'on a fait, qu'on aurait dû éviter? Alors, nous, donc c'est une très bonne question, parce que nous, on a beaucoup... en fait, là-dessus, on avait déjà beaucoup consulté des gens qui avaient déjà fait pour bien faire. Parce que tu sais que, comme nous l'avait dit notre actionnaire François Pinault, quand tu sors la vache de l'étable, il ne faut pas qu'elle y revienne, quoi. Donc, c'est pas bien de la rentrer à l'étable et de la faire sortir 2 ans après. C'est moins bon, c'est pas super. Donc, une fois que tu sors la vache de l'étable, il faut réussir à ce que quelqu'un prenne les rênes de la vache, quoi. Moi, là, je reviens sur cette notion de dire, en fait, toujours pareil, c'est même quand tu allais voir un cabinet de recrutement pour dire je cherche quelqu'un, moi, plutôt que la réponse, alors tu cherches quel profil, c'est ce que tu as vraiment besoin de quelqu'un. Donc, la première question, c'est ce que tu as vraiment envie, besoin, quoi. Quelles sont moi, c'est toujours d'interroger les raisons profondes de cette envie de quelque chose. Parce que peut-être qu'en fait, c'est mal adressé un problème. Donc moi, la première question, c'est de dire, est-ce que tu as vraiment envie de céder ou de vendre? Est-ce que c'est pas une mauvaise réponse à un problème? Donc de challenger déjà le projet. Moi, c'est la première chose. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres pistes, d'autres options que de vendre, partir 2 ans, mettre un CIO, partir 10 ans, t'impliquer moins, j'en sais rien. Donc, je dirais déjà de bien interroger le projet, les raisons profondes du projet, s'assurer que le projet corresponde à l'envie de départ. Après, nous, on avait un ami très proche qui était au bord très longtemps de Michel Augustin, qui lui avait eu le réflexe très simple, c'est que toi, ton job, c'est de vendre des yaourts. C'est pas de vendre ta boîte. Donc, tu vas chercher quelqu'un qui sait vendre des boîtes. Et donc là, donc ça paraît tout bête, mais nous, on avait fait beaucoup de discussions de comptoirs de café. Est-ce que tout le monde était venu nous voir, mais ça n'avait jamais rien donné. Et donc là, on a regardé. Donc, c'est des banquiers d'affaires. On en a vu 2-3. On s'est arrêté sur un qui n'était pas un copain à l'époque, qui est devenu un super copain, Eric Tout-le-Monde, chez Eka Partners, parce que c'était une toute petite boutique. Eric allait être en lead sur le dossier, très impliqué. On avait un très bon fit avec lui, il avait bien compris. Et après, très important, une fois qu'on a choisi Eric, c'est en fait quelle est l'histoire que tu racontes. Et là, moi j'ai adoré cette phase-là parce qu'on a réussi dans le fameux deck qu'on prépare. Ça a été un travail pour moi. On a été accompagné par ce même ami qui était au conseil pendant 10 ans, de nous aider vraiment cette étape et on l'a pas fait qu'avec Eric, parce qu'on sentait qu'il nous fallait plus de ressources, et donc de vraiment coucher sur papier ce qui est vraiment la richesse d'une entreprise. Donc nous, on a réussi, moi cette presse qui doit faire, je sais pas, 50 ou 500 ans, et honnêtement, elle était vraiment canon, parce que tout est pensé, c'est pas juste des graphes et des camemberts, c'est même tous les concepts, tout l'essence et la puissance, entre guillemets, créative des concepts qu'on avait mis en place, et on a réussi à la transposer dans le deck. Et moi, j'avais adoré cette étape, ça nous a pris bien 3 mois d'écrire, et quand on avait fini le travail, voilà, c'était vraiment 15 ans de travail, de façon de faire, d'actifs, de créativité, de valeur. Tout, moi, j'ai adoré parce que tout. Et donc, quand on a fait le tour des popotes avec Eric, on avait un deck et un petit film de 6 minutes qui avait été fait in-house qu'avec des images d'archives par Charlotte et Hassan. Et tu l'as sur YouTube, le film, c'est l'aventure Michel Augustin. Et quand je vais en conf et qu'on le reprojette à droite à gauche, moi j'ai ce film, même 2015, donc ça fait quasiment 10 ans, ce film est canon, parce qu'il est le reflet vraiment très
très juste de ce que l'on avait fait. Donc moi, une fois qu'on a choisi Eric, on avait écrit ce deck, ce petit film qui a été fait en 48 heures avec des images d'archives par Charlotte et Hassan qui étaient vraiment des génies. On a fait le tour des popotes et puis voilà, il y a eu un process orchestré, mais c'est Eric qui était totalement aux manettes. Nous, on était concentrés. Moi, je me souviens toujours de cette anecdote. Donc on avait Patricia Barbizet qui était à notre conseil d'administration, et premier board où on était un peu en process, premier ordre du jour, premier point de l'ordre du jour, c'était, ça s'appelle Projet New York, projet de session, et on commence par Projet New York, puis après vache à boire, vente je sais pas quoi, recrutement je sais pas quoi. Et Patricia nous allume gentiment en disant les gars, Projet New York, ça m'intéresse pas, donc on en parlera quand on aura parlé des vaches à boire à la vanille. Voilà. Donc toi, de remettre, c'est d'abord, vous, c'est continuer à faire grandir, rayonner l'aventure. Puis si à la fin du board, on a le temps de parler du projet New York, c'était évidemment caricatural ce qu'elle disait, mais on en parlera. Donc c'est remettre l'église au milieu du village. Hein. Donc les projets de session, tout ça, c'est le job d'un banquier d'affaires, c'est pas le tien. Et moi, on a laissé totalement carte blanche quand on a donné les bons matériaux à Eric. C'est Eric qui a orchestré complètement le process, qui a réussi à créer une émulation, qui a réussi à donner la dynamique. Hein, parce que le pire, c'est les trucs où à la fin, personne signe, parce qu'en fait, moi je dis, vendre une entreprise, et ça, PKM le disait très bien, moi j'ai beaucoup d'humilité parce qu'à la fin, je peux dire que c'est aussi un alignement de planète exceptionnel. Hein, parce que à chaque fois, tu dis, voilà, sauf si tu es un génie interstellaire. Hein. Nous, on n'était pas des génies. Tu dis, voilà, c'est très compliqué. Et un autre copain, là, David, qui dit toujours, ça je l'ai retenu, entre un succès médiatique, ce que nous on a eu, un succès commercial, ce qu'on a eu, un succès économique, au sens est-ce que la boîte est puissance économique, non. C'est-à-dire qu'on a moyen eu. Et le quatrième truc qui est le succès patrimonial, tu peux avoir les trois et pas le dernier. C'est parce que tu es la star de BFM ou de trucs qu'à la fin, comme on dit, est-ce que tu attires la queue du Mickey ? Donc beaucoup d'humilité. Moi je dis c'est très très compliqué et vraiment on a eu aussi beaucoup de chance. Je voudrais juste revenir une minute sur les sujets des investissements. T'évoques le fait d'investir dans ce qu'on aime, et moi la question que je vais te poser, qui est évidemment en lien avec Sapiens et l'investissement de manière générale, c'est est-ce qu'on peut investir dans ce qu'on aime et en même temps ne pas aller à l'encontre d'une stratégie patrimoniale diversifiée, long terme. Est-ce qu'on peut ? Oui, moi je dis quand même, comme pour moi c'est un monde que j'appréhende pas très bien et je cherche pas forcément de cohérence forte par rapport à mes valeurs. Tu vois, parce que c'est pas là-dedans, c'est pas un domaine dans lequel je me retrouve pleinement. Mais oui, si tu peux, évidemment, quoi. Moi, je suis, quand je connais pas, je suis les experts, mais toujours cette espèce de. Moi, j'aurais été tout seul, j'aurais tout mis sur un truc et basta. Et donc, cette partie de diversification, cette gestion des risques, est évidemment hyper importante parce que sinon, c'est quand même con de tout perdre parce que tu as une lubie un matin et tu te dis on va tout mettre là-dessus. Mais moi, j'en serais capable. C'est pour ça que pour me prémunir de ce risque-là, je fais confiance à des gens qui, eux, vont gérer de manière rationnelle. Voilà. Moi, il y a l'irrationnel et le rationnel. Moi, l'irrationnel, c'est pour moi. Et le rationnel, c'est pour les gens qui m'accompagnent. Voilà, pour me prémunir contre mes propres démons. Donc après, plus on arrive dans cette partie rationnelle à coller à ses aspirations et à ses valeurs. Tu vois, moi, j'avais investi une ou deux fois complètement, j'ai fait n'importe quoi dans des boîtes de CBD, c'est ça ? Ouais, les trucs de hashish, là, je sais pas quoi. Tu vois, ça m'intéresse pas. Je sais même pas pourquoi. Si je sais, parce qu'un copain m'a dit attends, c'est canon. Patrick m'a dit vas-y, c'est canon. La nana est géniale. Oui, la nana avait l'air géniale. Elle s'est plantée, quoi, mais elle était géniale. Mais tu vois, rétrospectivement, je me dis évidemment, c'est complètement. Même pas sur la valeur économique, c'est qu'est-ce que je fous dans une boîte de CBD aujourd'hui. Donc moi, j'aurais aimé quand même être capable de choisir un peu mieux les quelques 30 ou 40 lignes que j'ai mis. Un peu plus cohérent par rapport à ce qui m'anime. Dans le CBD aujourd'hui, honnêtement, ça n'a aucun... Pour moi, hein, ça n'a aucun sens. Est-ce que quand on est entrepreneur et qu'on a réussi une première aventure, alors tu en as un peu parlé tout à l'heure, est-ce qu'on peut ne pas réentreprendre ?
et s'épanouir dans l'accompagnement des 10, 20, 30 ou 40 entreprises dans lesquelles on a investi? Pour moi, ma réponse personnelle est non. Mais il y a plein de gens pour qui ça fonctionne et c'est super pour eux. Et moi, j'ai même un beau-frère qui me dit « Augustin, tu as écrit un bouquin qui était un best-seller, pourquoi tu veux écrire un deuxième bouquin ?» Non mais tu vois, en fait, tous les chemins sont très personnels. Je reviens plus sur cette notion biblique. Qu'as-tu fait de tes talents ? Et moi, de me dire... Voilà, j'ai pris cette phase de jachère qui a été riche, passive, puis active, puis douloureuse aussi. Hein. J'ai fait plein de trucs. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais de mes talents ? Est-ce que moi, j'aimerais reprendre un refuge je vais passer un diplôme d'état de gardien de refuge. Donc je pourrais m'installer dans un refuge à la montagne et avec ma femme et faire la cuisine et recevoir des randonneurs, tu vois, dans le Beaufortin. Why not ? Tout est possible. Mais moi, quand je parlais du projet un peu d'essayer de porter un récit européen pour fédérer de la jeunesse autour d'un récit européen très fort. Ouais, si dans 10 ans, je me dis, voilà, j'ai accompli ça, en quoi tu as contribué à un monde meilleur à la hauteur de tes talents, quoi. Et peut-être que c'est manquer beaucoup d'humilité, mais je pense que j'ai peut-être la chance d'avoir des talents qui font que je devrais plus faire une marque européenne ou autre chose, plutôt que m'enfermer dans un refuge où je vais voir 10 randonneurs par jour. Voilà, moi, ce qui m'anime aussi, c'est quand même la disruption, c'est quand même la singularité, c'est quand même essayer d'impacter le monde de valeurs auxquelles je crois. Mais peut-être que j'y arriverai pas, je sais pas. Hein, mais en tout cas, moi, est-ce que investir ou donner des conseils ne me satisfait pas, ne me nourrit pas du tout intellectuellement. Pas du tout assez, en tout cas. C'est intéressant ce que tu dis, et notamment le fait que c'est pas forcément ton truc d'investir pour investir et que même tu vas pouvoir quasiment décorréler ça de tes valeurs. Je sais par ailleurs que peut-être que c'est là aussi où tu as plus investi dans tes valeurs, c'est peut-être dans des engagements à travers des associations, à travers du temps passé. Est-ce que tu prends ça plutôt comme des investissements qui sont complètement décorrélés du pro et c'est quelque chose de très perso qui n'a rien à voir avec le patrimonial, ou est-ce que tu arrives à faire du lien ? Et tu es notamment très engagé dans plusieurs associations. Alors j'ai vu beaucoup de choses. Je sais que tu l'évoquais, tu as ce travail de médiation qui est un peu à mi-chemin entre l'engagement et du pro. Tu as des associations dans lesquelles tu es investi. Il y a la Bras Ouverts, il y a une fondation. J'ai vu aussi que tu étais engagé dans 110.org pour rouler à 110 km/h sur l'autoroute. Voilà, il y a pas mal de choses. Puis il y a aussi le scoutisme qui occupe une place importante dans ta vie aujourd'hui. Je voudrais qu'on parle aussi de ça, et pour en parler, on a aussi invité Marine. C'est toi qui l'as choisie parce que dans ce podcast, on veut toujours que notre invité vienne avec un ou une invitée. Et donc aujourd'hui, cette personne qui est témoin de l'impact et de l'investissement d'Augustin dans son quotidien, c'est Marine Picot, que tu as rencontrée à travers le mouvement SUF. Déjà, Augustin, je vais m'adresser à toi et je vais te demander ce que tu fais chez les SUF, parce que je pense que les Scouts Unitaires de France, parce que je pense que nos auditeurs le savent pas forcément. Puis après, Marine, évidemment, tu nous expliqueras concrètement ce que tu as fait avec Augustin et ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu as appris à travers le scoutisme. Augustin, est-ce que tu as été scout déjà jeune, et quelle implication aujourd'hui ça représente pour toi le scoutisme ? Écoute, non, mais donc en fait, moi je pars du point de quoi. Moi je crois plutôt je suis plutôt l'unicité de l'individu, c'est-à-dire que moi, pro, perso, tout ça, c'est un peu pareil. On a un stock de minutes, d'heures par jour, et en fait, on les consacre au sujet qui nous intéresse et dans lequel on pense qu'on peut avoir du sens, de l'impact, etc. Et donc, moi, j'ai jamais été scout. On a toujours beaucoup... moi, il y a une des plus belles valeurs auxquelles je crois qui m'anime avec Victoire, ma femme, c'est l'hospitalité. Donc nous, on a toujours... moi, j'aime bien donner des noms aux lieux que j'habite. Donc toi, notre petite maison à Boulogne, Bienencourt, on dit pas, même avec nos enfants, on dit pas on rentre à la maison, on dit c'est la pension de famille. Donc, elle a un nom, cette maison. Et on a toujours vécu avec une hospitalité très forte, que ça soit... voilà, donc c'est une maison dans laquelle on a toujours accueilli des gens, et souvent aussi des gens... qui étaient ce que j'appelle un peu des naufragés de la vie, donc parce que quand on regarde, Dieu rend visible ce qui est
Invisible ? Ah bah non. Voilà, Dieu rend visible ce qui est visible. Donc Dieu rend visible ce qui est visible. C'est-à-dire que quand on regarde autour de nous, on voit quand même qu'il y a beaucoup de naufragés, plus ou moins durs ou plus ou moins profonds. Mais donc quand on regarde un peu, on peut tendre la main à beaucoup de gens, hein, mais dans la vie de tous les jours. Donc nous, on a toujours eu cette notion d'hospitalité dans notre famille et donc on a toujours consacré pas mal de temps dans notre vie quotidienne. En vacances, on est parti, on a toujours voilà. Et c'est vrai que on était très éparpillés en termes de temps parce que voilà, par les opportunités, et c'est Victoire qui à un moment voulait prendre un engagement qui soit plus structuré et surtout un engagement de couple. Il se trouve que Victoire a été au Scout unitaire de France toute sa jeunesse et même au National quand elle avait 20-22 ans. Et moi, je n'avais jamais été scout et honnêtement, je ne suis pas sûr que j'aurais vraiment aimé l'être jeune en plus. Mais mes 5 enfants le sont, mais ils n'avaient pas vraiment regardé le truc. Hein, parce que c'était un peu la chasse gardée de Victoire, hein, quel était le truc. Et plusieurs fois, elle est revenue à la charge en me disant, mais Augustin, j'aimerais qu'on soit ce qu'on appelle donc chef de groupe. Hein. Donc les SUF, c'est environ 30-35 000 jeunes en France, hein, de 8 à... J'ai une experte marine qui connaît beaucoup mieux le sujet que moi, de 7-8 à 23 ans. Et il y a 200, et c'est tenu, donc tu as des équipes très importantes au national, un tout petit peu salariés et beaucoup de bénévoles, parce que c'est quand même un mouvement qui est remarquablement pensé en termes de profondeur pédagogique et en termes de fonctionnement. C'est vraiment ce que j'appelle une machine de guerre. C'est très, très professionnel. C'est très, très bien foutu. Tout est pensé, tout est réfléchi et c'est tenu par ce qu'on appelle les 220 groupes un peu partout en France et tenu par des chefs de groupe. Donc nous, avec Victoire, on a pris la responsabilité d'un groupe parmi les 220. Et donc on est ce qu'on appelle charge d'âme en gros, nous c'est un très gros groupe, on a 12-13 unités, donc on doit avoir 250-260 enfants dans notre groupe, mais qui sont eux-mêmes structurés par unité, donc il y a 12 unités, et donc il y a 12 chefs d'unité. Donc nous, notre job en tant que chef de groupe, c'est d'animer ce qu'on appelle la communauté des aînés, donc c'est 12 chefs d'unité et leur propre maîtrise à eux, donc c'est une 60-70, donc ça on passe énormément de temps avec eux pour les faire grandir, pour les accompagner dans la gestion de leur unité et des enfants. Et le deuxième job, c'est la communauté des parents, parce qu'on a 160 familles, et que c'est pas une activité, c'est pas tennis ou danse, hein, c'est pas une activité extrascolaire, c'est ce qu'on appelle un mouvement de coéducation dans lequel les parents nous confient à certains moments de l'année leurs enfants, et le but du scoutisme, c'est faire grandir sur le principe du plus fort protège le plus faible, sur la simplicité des moyens, sur la pédagogie par le jeu, par la découverte de la nature, etc. Donc voilà, donc ça effectivement, donc tout ça pour dire qu'on a pris cette responsabilité avec Victoire il y a 2 ans, on est dans notre c'est des mandats de 3 ans, et que oui, c'est un engagement que j'ai découvert, parce que moi j'ai fait ma promesse scout adulte il y a 2 ans, hein, juste après notre formation d'une semaine l'été. Je l'ai fait devant Marine et la communauté des aînés en disant voilà, moi je suis nouveau, je deviens votre chef de groupe, donc je fais ma promesse devant vous. C'était à la maison à une CDA, ce qu'on appelle une communauté des aînés, début septembre donc 2021. Et ça nous prend depuis 2 ans et demi un temps, ce que je vais qualifier d'hors norme, parce que ça devient, je pense que c'est de très loin le sujet numéro 1 à la maison. Okay. Mais de très très loin. Parce que voilà, c'est comme si tu passais, l'image n'est pas très très bonne, comme passer de 5 enfants à quasiment 266, quoi. Hein. Donc de très loin, et on y consacre un temps infini, mais avec bonheur, parce que voilà, en permanence, c'est bien plus puissant qu'une entreprise, hein, parce que tu t'es charge d'âme de vraiment de 260 enfants, plus spécialement de 12 chefs d'unité, de 60 aînés. Moi, ce que j'aime bien aussi dans ces choses, c'est que tu es un peu un ouvrier. C'est-à-dire que moi, quand on a pris le mandat, tu témoignes déjà de ton aventure de couple marié, tes charges d'âme, animer la communauté des aînés et des parents.
Mais quand tu prends cette raison, voilà, tu donnes tout ce que tu peux donner. Voilà, c'est d'une richesse infinie et c'est inimaginable quand tu le fais pas. On ne fait la maison, moi, j'ai l'impression qu'on ne fait que ça. Mais c'est Marine qui va témoigner, qui est là. Marine qui a été 15 ans de scoutisme. Et qui vient de quitter le mouvement. Donc Marine n'est plus un scout toujours, mais Marine n'est plus SUF. Elle est parfaitement neutre. Je ne suis plus vraiment SUF, oui. Plus vraiment, mais je crois qu'on le reste toujours un peu. Hein. Je crois que oui, bien sûr. Inscrit. Ça marque, moi, ça a vraiment marqué ma vie. En plus, donc, j'ai commencé quand j'avais 8 ans. Donc c'est quelque chose qui m'a accompagnée. C'est comme l'école et les études, quoi. Ça faisait partie de ma vie intégralement. Voilà, depuis 15 ans, donc même si j'ai quitté le mouvement là, c'est très récent, ça fait une semaine, mais c'est sûr que ça a ancré certaines choses dans ma vie qui resteront, je pense, jusqu'à la fin. Ok, alors explique-nous un petit peu concrètement qu'est-ce que tu faisais dans ce mouvement. Il me semble que à 8 ans, de 8 ans à 22 ans, ça a dû beaucoup évoluer. Qu'est-ce que ça consistait en quoi exactement ton rôle et comment est-ce que tu travaillais, ou en tout cas tu avançais avec Augustin dernièrement quand il était chef de groupe. Donc avec Augustin, on s'est rencontrés il y a 2 ans. Donc lui, à ce moment-là, est devenu chef de groupe et moi, je suis devenue un de ses 12 chefs d'unité. Donc j'étais responsable de ce qu'on appelle une compagnie, ce qui est en gros un groupe d'une trentaine de filles ados qui ont entre 12 et 17 ans. Donc elles sont entre la 5e et la 1re. Donc c'est des âges un peu... qui sont en fait très différents, elles sont à des stades super différents. Et donc moi, mon job, entre guillemets, c'était d'animer cette petite communauté, de les encadrer. Voilà, la mission du chef d'unité, c'est de les faire grandir. Et avec moi, j'avais des cheftaines assistantes pour m'aider là-dedans. Et donc, de façon très pratique, c'est-à-dire pendant toute l'année, on organise des sorties, des week-ends, et puis l'été, on fait un gros camp d'été. Et donc voilà, mais il y a une évolution parce que je suis devenue cheftaine d'unité donc à 21-22 ans, mais avant j'avais été cheftaine assistante et puis encore avant j'avais été moi-même guide où on monte un petit peu les échelons et je suis devenue au fur et à mesure seconde, etc. Dans une équipe où on grandit de plus en plus. Et puis avant j'étais Jeannette, donc en fait les responsabilités ne tombent pas non plus dessus d'un coup. Et je trouve que c'est une des grandes forces du scoutisme, c'est de nous apprendre au fur et à mesure, progressivement, par rapport au stade où on en est, à prendre des petites responsabilités, puis des moyennes, puis les plus grosses. Voilà. C'est complètement dingue parce que ça veut dire qu'à une vingtaine d'années, tu étais responsable d'une trentaine de filles, tu organisais toute une année avec évidemment tes assistantes. Et ça, c'est rendu possible par le mouvement qui t'a appris justement le sens des responsabilités. Oui, exactement. Après, on est formé aussi, on est accompagné par nos chefs de groupe, donc on n'est pas non plus lancé dans le grand bain d'un coup, mais c'est sûr que ça demande une forme d'investissement. Alors, c'est pas aussi hors norme peut-être que l'investissement de chef de groupe, mais je trouve qu'à mon âge et quand je vois autour de moi, ça demande un investissement qui est complètement décalé par rapport à la position qu'on a plus habituellement dans la société, où voilà, on peut avoir des responsabilités, mais qui sont souvent bien moins grandes, ou en tout cas on nous accorde moins de responsabilités et on nous fait moins confiance. Là, l'investissement est vraiment dingue. Mais en fait, c'est génial parce que le scoutisme prouve que donner de grandes responsabilités à des jeunes, leur faire confiance, ça marche. Et ça permet de construire des super choses. C'est curieux parce que finalement, il y a... Alors je fais peut-être le pont de manière un peu arbitraire comme ça, mais il y a une vraie corrélation en fait dans cette capacité à responsabiliser les équipes, ce sens de l'équipe, et ce que tu racontais sur Michel Augustin finalement, dans ce sens de en fait chercher à donner le meilleur, faire donner le meilleur de soi aux membres de ses équipes et les faire grandir, c'est assez intéressant. Tu trouves que c'est quoi les valeurs du scoutisme et qu'est-ce que ça t'a appris toi, qu'est-ce que tu as souhaité transmettre? Moi, je trouve qu'il y a une grosse différence entre quand on est soi-même scout et ensuite quand on devient chef scout. Moi, c'est la partie où je me suis la plus épanouie et où je me suis la plus découverte, c'est quand je suis devenue cheftaine. Parce que peut-être d'être un peu propulsée dans une position de leader assez jeune, ça nous fait découvrir plein de choses. Aussi, le fait au scout, on ne choisit pas avec qui on est, donc avec quelle équipe on est, etc. Et le fait de se confronter un petit peu aux autres fait qu'on se découvre un petit peu. Donc on découvre là où on est bon, nos qualités, nos talents, comme disait Augustin. Et puis on découvre aussi là où nos faiblesses, là où on est moins bon, là où on a besoin de s'appuyer sur les autres. Et ça crée comme ça une espèce de
de solidité, de solidarité entre tous les membres d'une même petite communauté. Et donc toutes les valeurs du scoutisme, elles sont assez universelles dans tous les mouvements scouts, dans toute leur diversité, parce qu'il y a des mouvements, nous c'est dans le cadre d'un mouvement chrétien, donc qui est plus fondé sur les valeurs de l'évangile, mais ensuite il y a des mouvements d'autres religions, il y a des mouvements qui sont laïques, mais globalement il y a toujours cette idée de simplicité des moyens, de vie dans la nature, aussi de sport. Il y a une grande place qui est accordée au corps, je trouve, de relier un peu le corps et l'esprit. On n'est pas en cours assis à une table, de débrouillardise, de savoir là où on est bon, découvrir ses talents, là où on est doué. Est-ce que c'est plus pendant le concours cuisine, pendant les Olympiades quand on fait du sport, en veillée avec des talents de théâtre, etc. Donc ça permet, je trouve, vraiment de découvrir qui on est par la confrontation et la vie en communauté. Toi, tu trouves, Augustin, cet engagement-là que tu as et ce temps que tu as, tu aurais pu le faire, par exemple, sans ton parcours avant entrepreneurial, cette disponibilité que tu as aujourd'hui, est-ce qu'elle est vraiment liée à ça ou est-ce que tu aurais pu le faire Non, mais quand déjà, moi, ce que je trouve remarquable, honnêtement, tout est pensé dans ce mouvement et évidemment, quand on ne connaît pas, on peut très vite caricaturer, c'est pas parfait, hein, mais c'est quand même très bien pensé et il y a quand même tout est réfléchi, c'est-à-dire que les choses, rien n'est laissé au hasard, tout est réfléchi par rapport au projet pédagogique et on fait toujours. Non, mais voilà. Et le deuxième point, c'est que je trouve que dans un monde dans lequel on dit souvent la jeunesse est un peu oisive, quand on voit la qualité des jeunes comme Marine qui, au lieu d'être avachis sur leur canapé à regarder Netflix et à bouffer des pop-corn, consacrent aussi un temps hors norme et en responsabilité à faire grandir des plus jeunes et à gérer aussi les parents, hein, parce que quand tu as 17, 18, 19 ans et que tu te gères 30 couples de parents qui ont 30 ans de plus que toi, et que tu dois aussi faire preuve d'autorité et de ne pas te faire marcher dessus, c'est un apprentissage. Moi, la réflexion que je fais plus, c'est que tu vois, là, il y a eu dans la presse quelques nominations à la tête de bois de femmes et d'hommes de genre 25-30 ans. Là, c'est chez, je sais pas quoi, Leroy Merlin, où tu as une femme de 30 ans qui a été nommée CEO. Et moi, je regrette chez Michel Augustin, toi, de me dire on avait à un certain moment des talents très jeunes. Et ça se fait pas de prendre quelqu'un de 25 ans, propulsé direction marketing ou même genre. Et en fait, moi, ce qui me frappe, c'est qu'en fait, quand on met des jeunes préparés, formés, encadrés, en responsabilité, on peut avoir des trucs où moi je vois dans nos aînés des femmes et des hommes de 18 ce que je trouve remarquable en responsabilité et jamais tu aurais ça dans le monde de l'entreprise. C'est ça qui est dingue. À 18 ans, on va pas dire tu gères une équipe de 30 personnes et pourtant dans le cadre associatif ils le font de manière remarquable. Donc c'est aussi quand c'est préparé, encadré, formé, tu peux avoir des révélateurs de talent très très jeunes et de manière vraiment hors norme. Oui, ce qui me frappe dans les chefs de groupe, c'est qu'on a des profils très très différents. Donc tu en as qui ont entre guillemets des petits jobs, tu en as qui ont des très gros jobs, tu en as qui sont entrepreneurs, pas d'autres, tu as des profs, tu as un peu de tout. Voilà, moi ce que j'aime aussi, c'est qu'on ne cherche pas à révolutionner le truc. Moi, je dis, je suis un ouvrier du bénévolat. En fait, on te donne, tout est écrit dans le scoutisme. Tu as des référentiels sur tout est codifié. Voilà, après, ils sont intelligents, parce qu'on te laisse une petite marge de manœuvre de souplesse, mais on ne te demande pas de... Moi, je ne suis pas entrepreneur dans le scoutisme. On ne me demande pas de révolutionner le truc ou de disrupter le scoutisme. Non, moi, je suis là de manière assez humble en disant je donne ce que je peux arriver à donner. J'exerce. C'est en deux, hein, quand c'est deux, c'est surtout ma femme et moi, mais disons surtout ma femme. Et après, on est aussi en maîtrise, donc on est accompagné de deux autres couples et d'une septième personne, parce qu'il y a énormément de travail, à la fois beaucoup de travail pédagogique et d'accompagnement, mais aussi beaucoup de travail matériel. Donc on est très équipé aussi pour faire cette mission-là, mais c'est des profils très très variés. Mais moi, c'est cette notion d'ouvrier que j'aime bien aussi. C'est-à-dire que moi, je me suis posé une question pendant cette formation qu'on appelle le tripode, où tu pars une semaine à Nevers, genre le 20 août. Tu te mets en uniforme, et pendant une semaine, tu vis un camp scout en tant qu'adulte. Hein. Et tu as des modules de formation, mais souvent sous forme de jeu, etc. Et donc, j'ai trouvé la semaine remarquable.
en termes de formation. Simplicité des moyens aussi, tu vas dormir sous la tente et tout. Et je me suis dit, mais à partir de quel, et ça c'est peut-être aussi de quel niveau, entre guillemets, de réussite, tu n'es plus capable d'être ouvrier, de te mettre en toute simplicité. Est-ce que quelqu'un dans les clients de Rémi, à partir de quel les gens en fait ne sont plus capables d'être ouvriers? Tu peux donner du temps, de l'argent, mais non, c'est de te remettre, t'es ouvrier sous la tente, à faire le feu, à t'occuper pour une semaine de plus jeune. Toi, et moi, ça m'a un peu, je sais pas si c'est clair, mais moi, c'est un truc qui m'a un peu questionné, de me dire, en fait, quand tu as une très grande réussite, faire le bien en donnant beaucoup d'argent, de conseils, et tes talents, oui, mais avoir l'humilité aussi de redevenir ouvrier parmi les ouvriers. Et ça se tombe bien parce que notre groupe s'appelle Jésus Ouvrier. Mais j'aime bien cette notion d'être ouvrier du bénévolat, en toute discrétion, dans ton coin, dans ta forêt. Et tu peux avoir watt million et watt notoriété et watt pouvoir. En fait, tu es dans la forêt à camper avec tout le monde. Et toi, tu arrives à ne pas avoir envie de révolutionner, par exemple, le scoutisme? Ah, mais bien sûr ça que moi... Ça t'a jamais effleuré l'esprit? Non, parce qu'en fait, c'est profondément... Ce que je veux dire, c'est un peu bizarre, mais c'est... toi, tu me dis, là on se dit, mais avec Victoire, qu'est-ce qu'on va... En fait, ce qui est dingue, c'est de te dire à quel point le temps qu'on y consacre, on se dit, mais on le consacrait à quoi avant? Parce que en fait, c'est ça où tu t'aperçois que le temps en fait, est assez extensible. Et en fait, moi, je cherche pas, parce que je sais que profondément, ce que je vais appeler les rites scouts ne sont pas ma profonde sensibilité. C'est-à-dire que moi, est-ce que je pourrais me projeter dans le mouvement après? La réponse est non. Je le fais avec tout ce que je peux faire pendant 3 ans parce qu'on a décidé et que c'est un mouvement qui est brillant, mais il ne correspond pas sur le fond, je dirais plus sur la forme, à ma sensibilité première. Toi, moi, tout ce qui est uniforme, rassemblement, codification, tout ça, je le fais et j'en vois le bénéfice, mais c'est pas au fond de moi, c'est pas mon truc, tu vois. Et moi, c'est d'autres choses. Donc c'est pour ça que je cherche pas à révolutionner. J'aimerais bien qu'on arrête le calendrier. La vente des calendriers là, qui je sais pas débile. C'est le seul truc, mais j'arriverai même pas à ça. Non, par contre, tu vois, il y a un sujet, il y a le seul truc que j'aimerais révolutionner, apporter ma pierre à l'édifice dans ce très beau mouvement. C'est, je ne sais pas si on va y arriver, parce qu'on s'y prend très tard, mais je trouve que, on leur a, je l'ai dit au National, hein, leur théorie, c'est tout le monde est accueilli. Tout welcome everybody. Mais quand on reçoit les enfants, on ne peut pas gérer des cas particuliers ou mettre des ressources particulières. Donc moi, j'ai un enfant handicapé qui est scout. Et je trouve que par rapport à ce que l'on vit dans les écoles, dans les activités extrascolaires, mairie et compagnie, même par rapport à la société, je trouve que où honnêtement il y a une forme aujourd'hui de bienveillance, d'accueil et de ressources dédiées, parce qu'en fait c'est des enfants qui sont différents et qui ont besoin de ressources supplémentaires, des compétences précises pour être dans l'inclusion. C'est pas welcome everybody, ça suffit pas, ça marche pas comme ça. Et là, moi j'aurais dit au National, je trouve qu'ils sont, il y a une dissonance totale entre une forme de discours et de réalité des moyens. Ah ouais, mais on est bénévole, ah ouais, mais on peut pas, on a déjà 35 000 enfants, on peut pas gérer, je caricature, hein, des cas particuliers. Bah en fait si, en fait aujourd'hui tu n'as plus le choix, c'est qu'en fait quand tu peux pas dire je prends pas d'handicapé, je peux pas dire je prends un handicapé, mais j'ai pas de ressources parce que en fait un handicapé a besoin de ressources dédiées. Et donc ça j'essaye à notre petit niveau, nous on a dans notre maîtrise de groupe nommé une référente handicap. Dans les maîtrises unités où il y a des enfants handicapés, on en a 3 dans notre groupe, on a nommé des référents handicap et on essaye un tout petit peu de faire bouger le mouvement en disant il faut des ressources dédiées, il faut des ressources dédiées, des programmes dédiés pour que si les enfants handicapés veulent s'inscrire, et on le souhaite, ils puissent réussir leur parcours scout, mais pour cela, il faut des formations et des ressources dédiées. C'est le seul point sur lequel j'aimerais qu'en 3 ans, mais honnêtement, je pense qu'on n'arrivera pas trop parce qu'on s'y prend trop tard. Et c'est pas non plus le combat de ma vie, arriver à faire bouger les suffles là-dessus. Parce que le discours n'est pas audible aujourd'hui de dire tout le monde est le bienvenu, mais démerdez-vous. Je caricature. Hein. Si on m'écoute au National, on va. Non, mais c'est pour l'avoir vécu aussi, je trouve qu'effectivement, c'est un point qui est intéressant. Et puis en plus, ça fait le pont avec
cette idée de tout le monde est bien le bienvenu, justement, qui est peut-être parfois une image négative que le scoutisme peut avoir de quelque chose qui est justement assez communautaire, qui n'est pas ouvert à tout le monde. Est-ce que, toi, Marine, j'aimerais bien aussi avoir ton avis. Est-ce que vous accueillez vraiment tout le monde ? Qui peut s'inscrire ? Est-ce que ça coûte cher de s'inscrire ? Est-ce qu'il y a des sélections ? Enfin, voilà. Est-ce que tu as vraiment l'impression que c'est représentatif de la société française dans son ensemble ou pourquoi ça ne peut ne pas l'être, par exemple ? En théorie, oui. Donc, en théorie, oui, on accueille tout le monde. Après, c'est sûr qu'il y a aussi des contraintes. Il y a plus de groupes SUF à Boulogne-Billancourt qu'à Aubervilliers, hein, honnêtement. Voilà, donc ça reste quand même une forme de... on est un peu tous homogènes, on a un peu tous la même couleur. On vient un peu tous du même milieu, en tout cas dans le cadre des SUF. Donc ça, il y a un énorme potentiel, je pense, pour pouvoir s'ouvrir. Après, ce qui est super intéressant, c'est de voir quand même à l'intérieur de moi, dans ma compagnie, par exemple, il y a quand même des filles très différentes. Il y a des filles qui sont arrivées en cours de route, elles avaient 13 ans, un jour elles ont demandé à leurs parents de rentrer, alors qu'il y en a d'autres qui ont été plus formatées quand elles étaient petites, parce que toute la famille a été scout. Donc ça, en tout cas, je pense qu'il y a complètement l'espace pour avoir une forme de diversité. Et en fait, le mouvement scout, chez les SUF, on n'a pas vocation à être tous uniformes, justement. L'idée, c'est d'avoir une forme d'unicité, mais que cette unicité permette à chacun d'exprimer lui-même son originalité, sa singularité, ce qu'il est vraiment, ses qualités, etc. Donc, il y a de la place pour tout le monde, mais c'est sûr qu'il y a encore un peu de travail à faire. Merci beaucoup à tous les trois. Je vois que le temps a passé vite. C'était très intéressant. J'espère qu'on en aura bientôt plein de nouveaux projets à suivre, notamment ces projets d'entrepreneuriat et puis la dernière année de scoutisme pour Augustin. Inscrivez-vous. Ça coûte pas très cher. Ouais, il n'y a pas d'écran. C'est moins cher que des colonies de vacances. C'est bon à savoir ça. Ouais. 15 surtout, jours. Ah oui, non, c'est sûr que quand tu regardes un prix de 2 semaines de camp scout ou 2 semaines dans ton summer camp aux États-Unis, c'est pas tout à fait pareil, Rémi. Merci en tout cas à tous les trois et puis à bientôt. Merci. Merci. Voilà, Just Focus, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Sapiens qui a permis sa réalisation. En quelques mots, Sapiens est un family office augmenté qui permet à des investisseurs d'accéder à des services financiers très haut de gamme et dont l'accès est facilité par le digital. Concrètement, cela signifie que vous pouvez créer un compte sur sapiens.com et accéder à des solutions d'investissement triées sur le volet private equity, dette privée, marché financier, immobilier, etc. Mais aussi bénéficier d'un accompagnement individuel avec un family officer qui vous aide à structurer votre patrimoine et vous conseille dans le choix de vos investissements. Bref, je vous invite à y faire un tour à l'occasion. Il y a plein de ressources de formation sur les sujets financiers et même la possibilité de réaliser en autonomie un bilan patrimonial gratuit pour déterminer votre allocation idéale. Vous l'aurez compris, le soutien de Sapiens est ultra précieux pour notre podcast, mais ce n'est pas le seul. C'est aussi et c'est même surtout le vôtre qui compte. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, il existe donc plusieurs manières de le faire aussi. Parlez-en et partagez-le autour de vous largement. Mettez-lui un avis ou un commentaire 5 étoiles et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. À très vite.